Salut à tous, on se retrouve une fois encore pour un nouvel update lecture. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, l'update lecture, il y a du très bon à vous présenter et je pense que je vais être extrêmement enthousiaste, donc on ne va pas perdre plus de temps et on commence dès tout de suite. J'ai donc prévu de vous présenter 3 romans et 2 ouvrages graphiques, enfin même 3 parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 à la suite, mais du coup je vous en parlerai en même temps. Et comme c'est toujours beaucoup plus court, je préfère les insérer en fin de vidéo. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de s'intéresser aux ouvrages graphiques, vous pouvez tout simplement arrêter avant. Donc, on va commencer avec une lecture que j'ai adorée, puisqu'il s'agit des Héritiers de Salem, écrit par Émilie Bonnet et paru aux éditions Nouvelle Plume. Alors même si c'est le Club France Loisirs, je pense sincèrement que on peut se les procurer ailleurs, notamment je pense que votre libraire peut vous les commander. Je pense qu'ils sont trouvables chez Amazon, donc ils doivent pouvoir être bien trouvables chez votre libraire. Je ne sais pas. Et dans tous les cas, bien souvent, je sais qu'après, ils ressortent en version poche, des choses comme ça. Ici, vraiment, j'ai découvert une petite pépite, un roman où vous êtes vraiment un peu... C'est pas de la pure Dark Academia, mais vous y retrouvez quand même un petit peu l'ambiance. Et ici, on va parler sorcière de Salem, évidemment. On parle aussi magie noire, loup-garou, vampire, voilà. Et le tout dans un melting pot, ma foi, fortement bien tourné. Donc, dans cette histoire, nous allons rencontrer Serena et ses 2 frères qui s'appellent John et Wyatt, je crois, qui vont être recueillis par leur tante après la disparition de leurs parents. Personne ne sait où ils sont. Ils emménagent donc chez leur tante, dans un manoir dans la ville de Salem, et ils vont très vite découvrir que c'est pas une ville qui fonctionne comme les autres et que d'ailleurs tout le monde n'est pas vraiment là-bas ce qu'il paraît être. On y retrouve une ambiance que j'ai trouvé correspondre énormément à la série, puisque j'ai pas lu les livres, mais à la série de Vampire Diaries. Alors personnellement, ça m'a énormément plu de retrouver ce genre d'ambiance. Vous avez une ville pleine de mystères, vous avez un conseil avec les familles fondatrices, etc. On vous explique que il y a beaucoup de choses de cachées, des mystères, etc. puisqu'il y avait des sorcières. Bon, je suis désolée, il y a une petite interruption, même une grosse interruption, donc il doit y avoir un changement de cadrage et je ne sais plus exactement où j'en étais, donc je suis désolée si je fais des redits. Vous avez vraiment ce style d'ambiance avec des personnages qui vont apprendre à connaître tout ça, être un petit peu plongés au cœur des intrigues et qui surtout vont se rendre compte que dans cette ville, ils ne sont pas n'importe qui, parce qu'en effet leur nom de famille est assez connu, est assez emblématique pour le meilleur et pour le pire. Et du coup voilà, ils vont attirer la convoitise ou la sympathie ou la jalousie, bon, beaucoup de choses, et au fur et à mesure ils vont comprendre pourquoi. Je vous ai donné les mots-clés que vous retrouvez dans ce texte au tout début. Je n'ai pas envie de trop vous en dire parce que j'étais très surprise de la tournure que prenaient les événements et j'ai envie que vous ayez cette même surprise. Mais honnêtement, j'ai adoré. Je vous dis, vous avez vraiment un peu cette ambiance à la Vampire Diaries. Alors pour moi, c'est pas tout à fait de la Dark Academia parce que vous les avez pas forcément à l'école, mais ils habitent quand même un grand manoir et tout. C'est voilà, c'est très chouette. Et à noter que j'ai trouvé que Serena était beaucoup moins tête à claque que Elena dans Vampire Diaries, qui des fois m'énerve. Et si j'avais un tout petit point négatif à donner, je vais le donner maintenant, c'est que j'ai trouvé qu'ils acceptaient les choses avec beaucoup de facilité. Comme je vous l'ai dit, ici on parle sorcière, on parle magie noire, vampire, etc. On leur dit bah ouais tout ça ça existe, ouais bon d'accord, mais je veux dire il y a un moment où on leur parle magie noire, magie satanique. Et ouais bah ok, pas de souci. Je veux dire il y a un moment, voilà, mais moi qui suis un peu
un petit peu à fond dans ce genre de mood là qui écoute du métal et tout machin, si demain on commence à me parler de magie noire avec du sang, Satan et tout, et que tu me prouves que c'est vrai, je vais quand même me poser des questions, hein. Je vais pas foncer là-dedans les yeux fermés, je vais me dire voilà, si tout est vrai, on parle quand même de Satan, voilà. Et c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire à ce roman finalement, c'est la facilité avec laquelle ils acceptent tous les événements. Voilà. Après, le reste pour moi ça a été que du pur bonheur, j'ai adoré l'histoire. Voilà, on ne peut pas comprendre en fait où ça va, vraiment au fur et à mesure, on se laisse mener en bateau et c'est vraiment très très bien. Une question personnage, j'ai aussi beaucoup aimé. Alors vous êtes dans du young adulte, pardon, vous n'échappez pas franchement au code du genre, on va pas se voiler la face, hein. Mais malgré tout, moi je me suis quand même bien attachée au personnage. Le plus jeune frère, Wyatt, a comme souvent les petits frères dans ces séries là son petit côté attachant aussi. Après ce profil, forcément une romance à la limite du triangle amoureux mais pas trop. Et puis un peu la romance, on va pas se voiler la face, hein, la romance typique du genre, de ce style-là, je t'aime mais en fait on n'a pas le droit de s'aimer parce que tout nous oppose, enfin bon voilà. Bon, je vais pas dire que ça m'a gonflé, mais on va pas se voiler la face, ça m'a gonflé. C'est entre ça et puis je vous dis l'acceptation un peu trop facile, qui sont finalement deux codes du genre qui sont revenus dans le roman. C'est vraiment les deux petits points qui m'ont gêné entre guillemets. On s'attarde pas là-dessus sur le récit, donc voilà, ça m'a gêné sans me gâcher ma lecture. Et dans l'ensemble, réellement j'ai adoré l'ambiance, ça bouge, c'est dynamique, enfin, c'est un livre que j'ai lu extrêmement vite et dans lequel je prenais plaisir à être. J'ai adoré cet univers, même si bon, il y a une sorte de gros mystère entre guillemets, vous avez un personnage qui fait du mal, etc. Je vais pas vous le cacher, j'ai deviné quand même facilement et rapidement qui c'était. Donc voilà, je veux dire, Les Héritiers de Salem n'est pas un livre sans défaut. Ça n'empêche que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, voilà, j'ai adoré la magie, le machin. Je me suis régalée avec cette lecture, malgré ces 2-3 petits défauts qui ne m'ont pas gênée, que je pardonne tout à fait facilement. Ensuite, on va passer de La Sorcière à La Maison Hantée, puisque après avoir lu La Maison Hantée de Shirley Jackson, j'ai eu envie de découvrir La Maison des Damnés de Richard Matheson. Et contrairement à La Maison Hantée, même si je pense que c'est quand même librement inspiré, je crois que ça a été écrit avec une douzaine d'années d'écart, hein. J'avais regardé lequel avait été publié en premier, donc c'est Richard Matheson qui est passé en deuxième, mais honnêtement il n'y a pas photo sur la qualité du récit, donc Richard Matheson ça va peut-être vous parler, même si je vous le prononce à la française, puisque c'est l'auteur de Je suis une légende, qui a été adapté, très librement adapté, hein, avec Will Smith. C'est un très bon film, hein, mais qui s'éloigne énormément du roman de base. Et là donc, La Maison des Damnés, on est un petit peu sur le même topo, une maison où il s'est passé des choses un petit peu glauques du vivant du propriétaire, et on dit la maison hantée. La dernière fois que des spirites ont foutu les pieds dans la maison, ça ne s'est pas vraiment bien terminé, et d'ailleurs il n'y a qu'une seule personne qui a survécu. Et ici on va rencontrer le docteur Barrett qui va donc dans cette maison accompagné de sa femme, accueillir deux autres personnes qui sont des spirites, des médiums, l'un des deux étant un rescapé de ce qui s'est passé avant. Donc il a été missionné par un riche milliardaire qui a racheté cette maison, qui est quand même voilà, qui est mourant et qui aimerait bien savoir s'il y a quelque chose après la vie. Bon. Le but du docteur Barrett, si je me souviens bien de son nom, j'ai un petit doute.
Non, c'est ça. Le but du docteur Barrett, lui, c'est de montrer que les fantômes n'existent pas et que, en fait, toutes ces manifestations sont bel et bien réelles, mais ne sont que scientifiquement explicables. Juste des trucs qu'on ne connaît pas, comme une sorte de mémoire magnétique ou peu importe. Mais voilà, lui, il croit pas aux fantômes, mais il est accompagné de 2 spirites qui y croient, dont Florence qui pense que l'amour peut tout sauver et que donc si elle est gentille avec les fantômes, tout se passera bien, et Fisher qui lui est le mec qui était venu là, je crois que c'était 30 ans auparavant, et qui vient un peu parce qu'il a besoin d'argent et peut-être aussi un peu dans le fond parce que peut-être a-t-il besoin d'avoir sa revanche sur la maison. Au niveau de l'atmosphère, je l'ai trouvé bien plus réussi, bien plus gothique que Shirley Jackson. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que oui, en effet, on était dans une atmosphère de maison hantée comme il faut, en sombre, en brun oppressant et puis gothique, et voilà, là, ça m'a beaucoup plu. Et si vous voulez, vous êtes dans un très bon livre de hantise, donc je vais pas en parler pendant des heures parce que c'est le genre de roman où il se passe des manifestations, qui va survivre, qui ne va pas survivre, pourquoi, qui est derrière ces manifestations, etc. C'est le but du roman, mais contrairement à la maison hantée où vous avez un personnage qui vient cingler et puis vous savez pas vraiment en fait, là vous avez une explication, finalement vous allez apprendre qui est derrière, vous avez manifestation après manifestation, la maison a un effet néfaste sur les gens en effet, mais voilà, vous avez d'explications, il y a le pourquoi du comment, ça bouge, on s'ennuie pas, voilà, là pour le coup, pour moi c'était, donc c'est pas un roman qui est récent, il date des années 70, mais c'est un vrai bon roman de maison hantée. J'ai passé un excellent moment, et je pense que je découvrirai d'autres écrits de Richard Matheson parce que j'avais aussi beaucoup aimé Je suis une légende. Il a une bonne plume, donc qui est assez ancienne forcément, et une bonne imagination. Et c'est pas quelqu'un qui met en scène des héros, vous voyez, il met en scène des personnages de la vie de tous les jours. Et Je suis une légende, son perso de base, je suis désolée, hein, mais il est alcoolique et il attend de crever, hein, c'est pas Will Smith. Hein. Là, vous avez pas d'alcoolique, mais je veux dire, vous avez tous les persos ont leurs qualités et leurs défauts, vous avez pas de super-héros, etc. J'ai bien aimé, il présente des personnages qui sont humains. Et franchement, si vous voulez lire un ancien texte de maison hantée, je vous conseille largement plus La maison des damnés de Richard Matheson à La maison hantée de Shirley Jackson. Et même si on va pas se voiler la face, hein, je pense que c'est inspiré de ce livre, mais voilà, j'ai largement préféré. Enfin, au niveau des romans, je vais vous présenter un dernier roman que j'ai totalement adoré. Là encore, de manière vous allez voir, hein, l'update lecture il est top level tout le temps, puisque j'ai lu La Nuit des Reines d'Alex Bell, et je crois que c'est chez Bayard. Est-ce vraiment étonnant que j'ai adoré un Alex Bell? Bah pas vraiment. Même si j'avais moins aimé son titre jeunesse, là, machin de... Le cercle de l'ours, non c'est pas ça... Oh, je sais plus, pour les jeunes. Mais bon, bref, on s'en fout. C'était un petit peu trop jeune pour moi. Un peu trop jeunesse pour mes goûts à moi, attention. Hein. Même si c'était un bon livre, c'était trop jeunesse. Par contre, Emmuré, Water Witch, si vous avez vu ma vidéo sur mes recommandations Halloween, vous savez que voilà, j'ai adoré. Et ici, eh bien, elle revient avec la magie vaudou qu'elle a remis à sa sauce. Oh bah c'est pareil, j'ai été totalement bluffée. Ici, vous allez vous retrouver dans un roman avec une ville qui est complètement fantasmée, hein. C'est légèrement fantasy, mais très fortement inspiré du Bayou. Vous voyez, c'est pas une ville qu'on connaît, mais ça pourrait être la Nouvelle-Orléans. C'est pas une magie qu'on connaît, on appelle ça la magie Kojou, ou Kajou, non Kojou.
mais c'est de la magie vaudou. Je veux dire, vous avez les poupées, les sacrifices de poulets, etc. Donc en fait, elle a un petit peu transposé, elle a fantasmé une sorte d'univers dans le bayou dans lequel elle a créé de la magie. Et en fait, elle utilise le folklore des Legba, hein, le papa Legba. Donc vous avez, là, elle les a appelés Olin et je ne sais plus, mais bon, bah, vous voyez la clique des Barons Samedi et compagnie. Vous êtes vraiment dans ce style de magie là. D'ailleurs, vous le baron de la mort, vous le voyez tel qu'il est avec ses lunettes de soleil, etc., tel qu'il est représenté dans le folklore qu'on connaît. Donc voilà, donc vous imaginez déjà cette ambiance là, et comme on est dans le bayou, eh bien elle a intégré à cette magie noire le vampire, et tout prend extrêmement bien sa place. Vous avez vraiment un peu le style de vampire à la Anne Rice, c'est assez classe et tout, mais en même temps assez cruel. C'est extra, c'est une ambiance, moi, qui m'a complètement transportée. Au début, j'étais un peu désorientée parce que, voilà, le bayou, la magie qu'on joue, tout ça, c'est peut-être un peu moins typique. Mais alors, une fois que j'ai été pris dans l'histoire, oh mon Dieu! Donc cette histoire, en fait, vous allez suivre Jude. Jude qui vit en faisant de la musique, hein, du jazz, hein, née dans le bayou, n'oubliez pas. Et elle est jeune, mais elle est obligée de faire ça parce que sa maman est morte, son petit frère est mort et son papa, eh bien, a un accident qui lui a laissé des séquelles. Il peut plus travailler et il est très aigri, et c'est un petit peu Jude qui fait les frais de tout ça. Donc Jude fait du jazz un petit peu partout où elle peut, et elle a son meilleur ami Sharky. Voilà. Donc vous avez cette jeune fille qui vit dans cette ville, et cette ville est toujours menée, on va dire même cet état, hein, ce pays est toujours mené par une reine Kuju, une reine qui a de la magie. Donc en fait, si vous voulez, tous les ans, vous allez voter pour savoir si vous voulez le Legba maléfique ou le Legba qui est bon. Et donc en fait, le Legba va désigner la reine. Ça fait 50 ans que Ivory Monette est la reine, et d'ailleurs les gens... Voilà, peut-être que les votes sont un petit peu truqués, hein. C'est toujours le Legba maléfique et personne n'ose remettre le problème en cause. Bon, jusqu'au jour où la Miss Ivory Monette va être assassinée, sauf que, étant la reine Kuju et étant ultra puissante, elle va trouver le moyen de transférer au moment de sa mort son esprit dans la tête de notre pauvre Jude, qui n'avait rien demandé à personne et qui se retrouve avec une reine Kuju hyper puissante dans la tête qui lui fait la conversation alors qu'elle n'a pas forcément envie. Et elle se retrouve aussi avec les capacités de cette reine Kuju. Elle n'a pas spécifiquement envie de garder cette entité dans sa tête, et donc elle va passer un marché. Si elle aide la reine Kuju à trouver son assassin, la reine Kuju non seulement va partir de sa tête, mais en plus pourra faire quelque chose pour aider son père. Donc Jude, n'ayant pas trop le choix, parce qu'il faut quand même savoir que la reine Kuju arrive quand même à prendre un peu possession de ses mouvements et de tout, elle va accepter. C'est pas, oui, comme je vous dis, elle est un peu bloquée dans le bordel, donc oui, elle accepte. Et la voilà partie, la pauvre, dans des galères que j'ai adorées de bout en bout. J'ai adoré l'ambiance, une fois encore. Je trouve que Alex Bell est une maîtresse dans l'art de vous donner des ambiances. C'est forcément un peu moins sombre que Water Witch et Emmuré, parce que vous n'avez pas ce côté hantise et tout. Mais quand même, hein, je veux dire, vous avez les poupées vaudou, la magie, machin, ça reste une bonne ambiance oppressante de bayou. J'ai adoré, sachant que les personnages sont extra, les conversations que vous avez entre la reine Kuju et Jude sont géniaux. Enfin, je veux dire, c'est à la fois un brin, c'est très sombre, mais à la fois c'est drôle. C'est hyper visuel, vous y êtes vraiment. Vous avez la représentation, je dirais, des moments, elle prend des bateaux, elle est dans les marais et tout. Enfin, c'est... Oh, moi, de cet univers, mais... mais je me suis fait un vrai film dans ma tête, quoi. Je veux dire, j'en ai des images hyper percutantes. J'ai
pas du tout vu venir la fin, enfin top, franchement top. Je vais maintenant vous parler de deux bandes dessinées que j'ai lues et que j'ai aussi totalement adoré. Donc j'ai lu Grimoire Noir, je vous laisse lire le nom du scénariste et du dessin parce que je ne me souviens plus. Je vous ai montré en vlog à quel point les images sont belles et merveilleuses. Oh là là, j'ai adoré, c'est très très beau. C'est une BD qui est en tome unique mais qui est très très épaisse, il y a vraiment à lire. J'ai adoré le dessin, moi c'est un dessin qui me parle énormément et j'étais totalement plongée dans cette histoire. Vous êtes dans une petite ville où la magie existe et surtout la magie est autorisée et c'est le seul endroit où c'est comme ça. Pour protéger les sorcières, et bien en final elles sont prisonnières, hein, elles n'ont pas le droit de sortir et vous allez suivre donc un jeune garçon dont la petite sœur a disparu puisque seules les filles ont le pouvoir et voilà à différents niveaux et elles sont pas toujours très tendres entre elles et du coup ce jeune garçon va partir à la recherche de sa sœur et il va vivre pas mal d'aventures. Il va devoir aller voir des coven de sorcières, donc ce sont des jeunes sorcières hein, comme des lycéennes. On va découvrir le passé de la ville, on va découvrir pourquoi cette ville renferme autant de magie, autant de sorcières, etc. J'ai adoré, c'est super mignon, enfin c'est mignon, non c'est des trucs de sorcières mais non vraiment j'ai adoré, c'était vraiment une chouette lecture et je ne peux que vous le recommander. Donc je voudrais finir cette vidéo en vous parlant de deux bandes dessinées que j'ai lues à la suite. Et Les Artilleuses tome 1 et 2, c'est écrit par Pierre Pével, je ne connais pas le nom du dessinateur, pardon, il est écrit là, et c'est dans l'univers du Paris des Merveilles. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment génial. Bah, c'est vrai que vous ouvrez la couverture, c'est ce qu'a dit mon père, quoi. Vous voyez la page de garde, vous êtes déjà dans l'univers de Pierre Pével, déjà vous êtes dedans quoi. Et si vous voulez, c'est génial de l'avoir mis en BD parce que le Paris des Merveilles, c'est hyper visuel, c'est des trucs de malade qu'il nous a fait et c'est vrai que retrouver cette tour Eiffel en bois blanc, les dragons dans le ciel et tout, ça demandait que ça, vraiment. Et ça a rendu génial, génial, génial. Donc vous avez ici des personnages tout à fait différents puisque vous allez rencontrer les Artilleuses qui est un trio de 3 femmes. Donc vous avez une française par excellence avec le béret et tout ce que vous voulez, l'aristocrate anglaise bien sur elle sous tout rapport entre guillemets et un peu la pin-up pour pas dire autre chose américaine. Vous voyez typiquement le genre de nana qui est dans les cabarets et tout. Donc 3 caractères complètement opposés à la base, hein, mais qui forment un trio de génies et on vous le dit, quand elles sont à l'œuvre, si rien n'explose, c'est qu'il y a un problème. Car en effet, ce sont des sortes de bandits, donc voilà, elles font des casses, elles volent, des trucs comme ça. C'était génial, c'est l'imagination de Pierre Pével avec son humour, c'est ultra humoristique, mais c'est l'humour de Pierre Pével quoi, c'est fin, c'est génial, l'univers est tout aussi génial. Vous retrouvez des trucs qui sont fantastiques et du coup au début du livre, elles ont été engagées pour braquer une banque, pour voler une bague. Donc bon bah quitte à voler la bague, elles en profitent pour voler les sous aussi, hein, les billets avec, hein, tant qu'à faire. Sauf que le fait d'avoir volé cette bague va les emmener dans des mésaventures auxquelles elles ne s'attendaient pas. C'est chouette. Voilà, une fois encore, c'est une bande dessinée, donc c'est à Sleevey, donc je ne vais pas trop vous en dire, mais j'ai beaucoup aimé le dessin. C'est du dessin de bande dessinée, mais il est beau. J'ai trouvé que le dessinateur rendait justice à l'imagination de Pierre Pével. L'humour aussi est bien rendu parce que vous retrouvez des petits traits d'humour même dans le dessin, quoi. Je veux dire, même dans les postures et tout. Mais c'est pareil que en fait, le dessinateur a su rendre la finesse de Pierre Pével
parce que vous allez avoir une planche et vous avez quelques endroits dans la planche où si vous regardez bien les détails, en fait il y a le petit truc qui va vous faire sourire, mais voilà, il en fait pas des caisses, il est resté comme fait Pierre Pével, c'est-à-dire c'est bien dosé, c'est fin, c'est bon voilà. Bref, j'ai adoré, c'est une série en 3 tomes. Franchement, si vous avez aimé le Paris des Merveilles, foncez, je pense que vous serez pas déçus. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou qui vous intéressent, etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.